Bonjour. Aujourd'hui, je souhaite commencer par la surcharge d'opérateurs, qui est un mécanisme parfois discuté, enfin en tout cas sujet à critique, comme beaucoup de mécanismes du C++. La raison essentielle à chaque fois de ces différentes critiques, je le rappelle, c'est que les idées paraissent bonnes au départ, enfin elles le sont en tout cas, les idées de base sont bonnes, mais simplement la mise en œuvre est parfois délicate. Et la surcharge d'opérateurs, ça présente souvent plus de pièges qu'on ne l'imagine, et qui sont parfois très difficiles à résoudre, voire quasiment impossibles, notamment en question de performance. Mais l'idée de base est très intéressante. C'est d'ailleurs ce qui a conduit des langages qui ont succédé à C++ à ne pas intégrer la surcharge d'opérateurs, ce qui est le cas en Java. Alors, quelques petites choses sur la surcharge d'opérateurs. Donc il s'agit bien de surcharger, au sens de la surcharge des fonctions, c'est-à-dire que vous avez déjà des fonctions. Rappelez-vous, on peut utiliser le même identificateur de fonctions pour différentes fonctions, pourvu que la liste des arguments soit différente, soit en nombre, soit en type. Enfin qu'il y ait de quoi faire la différence lors des appels en tout cas. Donc on peut utiliser le même symbole, le même identificateur pour faire différentes choses. D'où le terme de polymorphisme, même si c'est un polymorphisme un peu faible, la surcharge. Et ben on va faire la même chose pour les opérateurs. C'est-à-dire que les opérateurs ont déjà un sens. D'ailleurs, ils sont déjà surchargés pour la plupart. On oublie, mais quand vous utilisez le symbole plus, il sert à faire plusieurs choses. L'opérateur plus n'est pas le même, n'exécute pas le même code, ne fait pas la même fonction, enfin n'exécute pas le... Oui, ne réalise pas la même fonction quand j'additionne deux entiers ou quand j'additionne deux flottants, par exemple. Ça n'est pas le même opérateur. Cet opérateur-là est différent de celui-ci. Donc en fait, il y a plein d'opérateurs qui sont déjà surchargés, bien sûr. La division, c'est encore plus clair, c'est évident. La division, dans un cas, c'est la division entière, dans l'autre cas, c'est une division flottante. Je ne veux pas dire réelle, parce que ce ne sont pas des réels, mais ce sont des nombres flottants. Donc on va pouvoir donner un autre sens à l'idée de base, c'est que vous voulez pouvoir donner du sens à l'opérateur plus utilisé avec d'autres types que les types de base. Alors, qu'est-ce qu'on peut surcharger comme opérateur en C++? Eh bien, tous les opérateurs que vous voyez là. Alors, il y en a plein pour lesquels c'est presque naturel. On voit à peu près de quoi il s'agit, c'est-à-dire plus, moins, tous les opérateurs arithmétiques, disons. Les opérateurs bit à bit ou logique, ça on comprend aussi, pourquoi pas, après tout. Faire le non, on pourrait très bien imaginer. L'inverse bit à bit, peut-être qu'on peut lui donner du sens pour autre chose. Éventuellement le et, le XOR, le ou. On peut évidemment surcharger les opérateurs d'affectation, les opérateurs de comparaison, etc. Là, c'est déjà plus... Ça peut paraître plus étrange, mais on verra quels sont les usages. Enfin, il y a des usages très raisonnables de la surcharge de l'opérateur d'affectation, en tout cas. Par extension, on va pouvoir évidemment surcharger les opérateurs de type plus ou moins, qui sont des opérateurs un petit peu spéciaux, hérités du C, et qui font de la pré-post-incrément ou décrémentation. Et puis parmi les choses les plus bizarres, on va pouvoir surcharger par exemple les opérateurs flèches, c'est-à-dire les opérateurs de déréférencement. Ça c'est déjà plus étrange, parce que l'opérateur flèche, habituellement il est utilisé en C quand vous voulez accéder à un champ via un pointeur. Vous avez un pointeur sur une structure, P, et vous voulez accéder à un champ de la structure qui est pointé par P, eh bien vous utilisez l'opérateur flèche pour faire ça. Donc on a envie de dire que c'est quelque chose qui est vissé un peu en dur dans le langage, ça signifie quelque chose d'extrêmement puissant, mais on va pouvoir surcharger ça, c'est-à-dire qu'on va pouvoir donner un autre sens à flèche dans certains contextes. Voilà, alors par extension flèche étoile. Attention, vous remarquez qu'on n'a pas, si on a flèche, on n'a pas l'étoile correspondante, ça on ne peut pas le surcharger. Attention, cette étoile-là, c'est le multiplié, ce n'est pas l'étoile qui permet d'accéder à l'objet à travers un pointeur. On peut surcharger les opérateurs crochets par exemple, donc les tableaux, les accès à des tableaux, pourquoi pas.
Et puis on va même pouvoir, chose de plus étrange aussi, surcharger l'opérateur fonctionnel, l'opérateur d'appel à des fonctions. Hein? Donc on verra quelques exemples, même si ça peut vous paraître étrange, c'est extrêmement utile quand on veut faire de la programmation un petit peu abstraite ou un petit peu puissante ou compliquée. Et puis là, encore plus étrange, on va pouvoir même surcharger les opérateurs new et delete. Ça signifie quoi essentiellement, même si ça vous semble étrange, on a envie de dire pareil, hein, new et delete, ce sont des opérateurs extrêmement vissés dans le langage qui a un sens particulièrement fort puisque ça permet l'allocation ou la désallocation des objets. Donc si je vais les surcharger, je peux faire n'importe quoi dedans. Bien sûr, vous pouvez faire n'importe quoi dedans, mais ce n'est pas l'idée. Mais c'est surtout comme, enfin, si on vous laisse accès à la surcharge des différents opérateurs d'allocation ou de désallocation, bah vous allez pouvoir contrôler finement ce qui se passe pour votre mémoire. Donc vous allez pouvoir gérer finement l'allocation et la désallocation des objets. Donc ça c'est utile hein, quand on veut contrôler effectivement les allocateurs en mémoire, puisque quand même, d'un point de vue performance, c'est toujours un problème les histoires d'allocation mémoire, puisque ça souvent c'est des fonctions de la bibliothèque ou du système qui sont offertes par le système, et donc d'une certaine manière on n'a pas le contrôle dessus. Dans des cas particuliers, par exemple quand on veut faire de la programmation temps réel, on peut avoir besoin de s'assurer que les opérations de new ou de delete s'effectuent dans des temps raisonnables. Le problème c'est quand vous faites un new et que vous adressez au système pour récupérer de la mémoire, vous ne contrôlez pas le temps que cela va prendre. Donc ça peut être embêtant. Donc surcharger, ça va pouvoir permettre éventuellement de contrôler soi-même ce genre de choses en faisant de la préallocation pour ceux qui voient un peu ce qui est caché derrière ce type de mécanisme. Et puis, y compris les opérateurs de cast, les opérateurs habituels de cast sont surchargeables. Alors, il y a quand même quelques grandes constantes qu'on ne peut pas surcharger. Bien, vous ne pourrez pas surcharger l'opérateur de portée, donc 4 points, enfin, ou 2.2 points, ça c'est raisonnable. Si vous commencez à surcharger ça, ça va être difficile de lire des programmes, puisque quand vous lisez A 2.2.B, si vous ne savez pas ce que fait l'opérateur 2.2 points, ça devient délicat. Hein. On ne peut pas surcharger point, autant vous pouvez surcharger flèche, mais point non. Bon, et puis par extension point étoile, quand on utilise les pointeurs sur membre ou ce genre de choses. On ne peut pas surcharger l'opérateur conditionnel, ça c'est raisonnable aussi. Ça n'aurait pas trop d'intérêt et de toute façon ça poserait plus de problèmes qu'on ne tenterait éventuellement d'en résoudre. Et puis les deux opérateurs, attention, un sizeof est bien un opérateur, hein, ne croyez pas que ce soit une fonction sizeof, c'est un opérateur qui est évalué à la compilation. Donc ça c'est important, hein, si vous pouvez même plus mesurer l'espace mémoire associé à un type, ce sera embêtant. Donc sizeof, vous ne pouvez pas le surcharger, ça vous renvoie toujours la taille d'un type exprimé en unité de mémoire, c'est en général l'octet. Et puis type ID pour la réflexion, c'est pareil, ça n'est pas surchargeable. Ce sont des opérateurs qu'on ne peut pas surcharger. Tout le reste est surchargeable, donc vous allez pouvoir donner du sens à des expressions plus ou moins étranges, à votre guise en tout cas. Justement, la difficulté, c'est de ne pas faire de choses trop étranges. Alors, pour surcharger des opérateurs, en C++, vous avez deux techniques. C'est-à-dire, vous avez l'intention de donner un nouveau sens à l'opérateur plus. D'accord ? Vous avez deux façons de réaliser ça. Donner un nouveau sens à l'opérateur plus, il y a deux techniques pour pouvoir le faire. Deux techniques qui surchargent l'opérateur. Vous pouvez le voir, la première technique, c'est l'opérateur vu comme une fonction membre ou une méthode de classe. Alors on va voir comment ça fonctionne, vous allez voir que l'opération mentale à faire n'est pas très difficile. La première chose, c'est que vous voulez donner du sens à des expressions. Hein, je fais ce petit rappel-là, je l'indique tout à l'heure, mais vous voyez, si vous avez un type matrice, c'est parce que probablement vous faites du calcul numérique, en tout cas, peut-être pas mathématique, mais au moins numérique. Et puis, il est naturel, quand on a des matrices, en tout cas en notation mathématique, hein, d'employer M1 fois M2 pour exprimer le produit de deux matrices. Donc, j'aimerais bien pouvoir donner du sens à ça. M1 fois M2, sachant que M1 et M2 sont des matrices. Donc, des types que j'ai définis moi-même. Et donc, donner un sens que j'estime moi raisonnable pour le produit des matrices. Bien sûr, ce qui est employé ici aussi, si vous le voyez bien, je peux aussi vouloir réaliser une affectation de matrice, hein, puisque je veux ici
Réaliser M, c'est le produit de M1 par M2. Donc je dois pouvoir faire une affectation, hein, parce que si je remplaçais le type matrix par le type int, je comprendrais tout de suite quel est le sens que j'ai voulu faire de cette expression. Je veux donner le même sens, mais pour le type matrice, faire le produit, et puis injecter ce produit-là par affectation dans la matrice M qui préexiste. D'accord? Ou alors, je peux faire des choses plus bizarres, je ne dis pas que c'est raisonnable, justement. Donc, autant ça commence à être raisonnable. Ça, c'est une notation habituelle, vous voulez faire des calculs mathématiques. Autant ça commence à être plus bizarre, mais on peut s'amuser à faire des choses comme ça. C'est-à-dire, si vous avez un type farine, œuf, beurre et sucre, les types farine, œuf, beurre et sucre, vous pouvez dire qu'un gâteau, c'est de la farine, plus des œufs, plus du beurre, plus du sucre. Vous pouvez écrire ça en C++, hein, aucun souci si vous voulez faire ça. Donc, on peut... Voilà. Autant ça c'est raisonnable, autant là je ne suis pas sûr que ce soit très très raisonnable. Mais hein, le problème c'est que comme vous avez la liberté de faire ce que vous voulez, vous pouvez bien entendu faire des choses très déraisonnables. Alors, la question c'est comment est-ce que je m'y prends pour pouvoir exprimer ça en C++, c'est-à-dire exprimer une définition de type qui me permettent de, par exemple, d'écrire M1 fois M2, ou d'écrire M égale M1, ou F plus O, c'est-à-dire farine plus œuf, ou gâteau égale je sais pas quoi, enfin, etc. Donc, la première opération à faire pour arriver à comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir l'écrire, c'est simplement de prendre l'expression qu'on souhaite. Donc, attention, je suis dans la première technique. Technique, je veux surcharger un opérateur en tant que fonction membre, en tant que méthode de classe. Si je prends l'expression O1 plus O2, d'accord? Quel que soit O1 et O2, ce sont des types que j'ai prédéfinis et je veux donner du sens à O1 plus O2. Je fais une petite opération, je ne dis pas que c'est exactement ça qui va se produire, mais si je fais une petite opération mentale consistant à rajouter un point ici, puis à rajouter une parenthèse ici, je tombe dans la syntaxe de l'appel d'une méthode. C'est comme si j'appelais une méthode qui s'appelle plus sur l'objet O1, cette méthode prenant en paramètre un objet O2. D'accord? Donc ça, c'est vraiment vu, et c'est effectivement le cas. On va pouvoir le faire comme ça. Simplement le nom de la méthode, la méthode ne s'appelle pas plus directement, mais la méthode va simplement s'appeler opérateur plus. Donc vous voulez donner un sens à O1 plus O2, alors il suffit de donner un sens à O1.opérateur plus de O2. Et ça, vous le voyez simplement comme une méthode. Donc il suffit de définir une méthode dans la classe de O1 qui prend en paramètre un objet de type O2. Et cette méthode, il suffit de la nommer opérateur plus. D'accord? Bien sûr, les deux écritures sont valides. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez défini une méthode opérateur plus dans la classe de O1, soit vous l'écrivez comme ça, bon, c'est vraiment si ça vous amuse, soit vous l'écrivez comme ça. C'est-à-dire le compilateur, quand il voit ça, il va chercher une méthode qui s'appelle opérateur plus dans la classe de O1 avec en paramètre un objet de type O2. Un type O2. D'accord? Donc, la convention est simple. Hein, c'est que si vous cherchez à surcharger l'opérateur hop, alors la méthode doit s'appeler opérateur hop. Donc, vous cherchez à surcharger l'opérateur inférieur, eh bien, vous surchargez simplement la méthode opérateur inférieur. Quels que soient les opérateurs qu'on a vus dans la liste. Alors, l'exemple, hein, il est relativement simple. Si je veux... Vous voyez, je me crée ma propre classe nombre. Elle n'est pas très intéressante celle-là, mais vous voulez faire du calcul numérique en précision arbitraire, je ne sais pas quoi, donc vous définissez une classe nombre avec une précision arbitraire, etc. Je ne me suis pas fatigué à faire ça, mais j'imagine que j'ai défini une classe nombre dans laquelle je peux ranger une valeur, peu importe la façon que j'ai de stocker cette valeur, et je voudrais pouvoir manipuler mes nombres de façon à peu près raisonnable. Hein. C'est-à-dire, je voudrais pouvoir... définir un nombre n1 qui vaut 123, un nombre n2 qui vaut 256, les additionner, faire n égale n1 plus n2, etc. D'accord? Donc comment est-ce que je fais pour donner du sens à n1 plus n2? Eh bien, je le vois comme une méthode de l'objet n1, et donc je dois le voir comme une méthode qui s'appelle opérateur plus dans la classe de l'objet n1, donc dans la classe nombre. Donc je regarde dans la classe nombre ce que j'ai fait. Effectivement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini dans la classe nombre une méthode qui s'appelle opérateur plus, qui prend en paramètre un nombre. Et donc c'est bien compatible avec ça. Ça c'est N1, méthode opérateur plus, qui prend en paramètre un autre nombre. Donc faites attention à la confusion, c'est souvent vous dites, ah oui, mais plus,
C'est une fonction qui prend deux arguments. Mais il y a bien deux arguments, hein. Il y a N1 qui est l'objet sur lequel on va appeler la méthode, et puis le paramètre lui-même. Alors il n'y a qu'un paramètre, mais plus prend bien deux arguments. Pour pouvoir appeler cette méthode-là, il faut bien l'appeler dans le contexte d'un objet. Donc N1 plus N2, ça fonctionne bien. Si j'utilise la technique méthode d'instance. Voilà. Alors après, il faut que je gère les types comme bon me semble. Hein. Je peux donner des sens quelconques à l'opérateur plus, mais j'ai plutôt intérêt à faire des choses raisonnables. C'est-à-dire que je sais que quand j'ajoute deux nombres, ce que je dois construire, c'est un autre nombre. Donc le type de retour, c'est nombre. D'accord? Jusque-là, pas de souci. Donc il est naturel de définir l'opérateur plus de la classe nombre comme prenant en paramètre un nombre et renvoyant un nombre. Quand j'ajoute deux nombres, j'obtiens un nombre. Alors maintenant se pose la question des optimisations. Pourquoi est-ce que j'écris const nombre et ici? C'est parce que le paramètre N2, j'ai pas envie de le copier. Hein, quand j'appelle N1 plus N2, j'ai pas envie de faire une copie de N2 pour pouvoir faire le calcul d'un troisième nombre. J'aurais plein de nombres qui seraient construits de façon intermédiaire pour pas grand-chose. Hein, il y avait des questions là-dessus au partiel sur qu'est-ce qui se passe quand j'appelle des fonctions avec en paramètre une classe. Eh bien, normalement, il y a une copie. Donc, si je veux économiser la copie de N2, quand j'appelle N1 plus N2, eh bien, je passe N2 par référence. Et puis, pour éviter que je sois tenté de modifier le nombre N à l'intérieur de l'opérateur, bien sûr, puisque quand j'appelle N1 plus N2, je vous rappelle que le sens raisonnable à cette expression, c'est de ne modifier ni N1 ni N2. Quand j'ajoute 3 et 5, ça ne modifie pas 3, ça ne modifie pas 5, ça me donne un autre nombre qui est le résultat, enfin qui correspond à l'addition de 3 et de 5. Donc ça ne doit pas modifier N2. Donc c'est pour ça que j'ai const, donc je le passe par référence pour l'optimisation, et puis je le passe par const pour éviter de le modifier par inadvertance. L'autre chose aussi, c'est que bien sûr, l'objet lui-même, c'est-à-dire l'objet N1, je ne veux pas le modifier. Donc je ne permets de l'utiliser que dans le cas const. Et puis ce que je fabrique, bien sûr, c'est que le résultat d'un nombre avec le nombre N, c'est l'ajout des valeurs et la construction d'un nouveau nombre. J'imagine avoir n'importe quel algorithme qui me permet d'obtenir l'addition des deux nombres. Ici, j'ai pris un algorithme trivial, hein, mais si j'avais des nombres en précision arbitraire, j'aurais réimplémenté mon addition comme il fallait. D'accord ? Donc bien sûr, je peux l'écrire N1 plus N2, mais je peux très bien l'écrire N1.opérateur plus de N2. On ne l'écrit jamais comme ça, mais vous savez, en C++, c'est commencé, il y a des concours de ceux qui écrivent les codes les plus illisibles, donc voilà. On vous donne des facilités pour écrire du code lisible, donc vous avez le droit d'écrire du code illisible, si ça vous amuse, lancez-vous dans ce genre de concours. D'accord ? Alors bien sûr, ça ne marche pas tout le temps. C'est-à-dire ça, c'est le cas idéal, c'est le cas le plus simple. Vous voulez surcharger plus, vous faites l'opération mentale comme ça. Vous dites, ah bah c'est en fait comme si c'était, quand je vois écrit N1 plus N2, je fais comme si c'était écrit N1 point plus N2 avec des parenthèses. Donc c'est comme s'il y avait une méthode plus, donc voilà, je vais m'en sortir. Mais ça marche pas pour tous les opérateurs. Il y a des opérateurs pour lesquels ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors évidemment, il y a des opérateurs interdits, hein. Donc vous ne pouvez pas surcharger les opérateurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais bien sûr, pour certains opérateurs unaires, par exemple, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein, si je veux surcharger tilde, ou plus, ou l'opérateur moins unaire, alors attention, hein, je parle bien des opérateurs unaires, j'ai le droit d'écrire, hein, attention, plus 3. Plus 3, c'est l'opérateur unaire. Vous allez me dire, il ne sert à rien, plus 3, je suis d'accord, hein, mais... c'est juste comme en maths, quand on écrit 3 ou quand on écrit plus 3, et à un moment on vous dit c'est la même chose, c'est juste optionnel. Mais ça c'est bien l'opérateur unaire. Hein. L'opérateur moins 3, d'accord ? Et ceux-là ils peuvent s'utiliser bien sûr dans un contexte. Hein. Je peux écrire 5 plus 3, ou 5 plus moins 3. Donc l'opérateur dont je suis en train de parler, les opérateurs dont je suis en train de parler, ce sont ces opérateurs-là, les opérateurs unaires, c'est-à-dire ceux qui agissent sur le nombre 3. Ça, c'est l'opérateur moins qui agit sur le nombre 3, et ça, c'est l'opérateur plus qui agit sur le nombre 3. Bon, puis il y a d'autres opérateurs unaires, comme tilde, hein, vous avez le droit d'écrire tilde de A. Ça, c'est un opérateur qui agit sur A.
Alors la traduction ne fonctionne pas exactement de la même manière, il faut simplement imaginer que si vous voulez le voir comme une méthode qui agit sur l'objet A, bah c'est simplement l'opération, c'est d'imaginer que ça s'écrit A.operator tilde et pas de paramètres. Donc il faut faire une opération un peu plus compliquée. Pour des raisons syntaxiques, c'est tout. Si c'est une méthode de l'objet A, bah, c'est que forcément A doit être à gauche, et donc on l'écrit comme ça. Donc pour certains opérateurs, comme les opérateurs unaires préfixes, attention, je parle des opérateurs unaires préfixes, donc pour plus, plus et moins, moins, s'ils sont à gauche, c'est comme ça que vous allez le traduire. Donc si je veux écrire moins, moins A, si je veux définir un sens à moins, moins A, alors que A n'est pas un type prédéfini, je dois le voir comme ça. Attention, j'ai le droit de définir un sens pour A moins moins, qui est l'opérateur unaire postfixe, qui n'est pas le même. Bon. Donc pour les opérateurs unaires suffixes, ou postfixes si vous voulez, alors comment est-ce qu'on les distingue? Bah, par exemple, comment est-ce que je distingue la forme moins moins A de l'opérateur A plus A moins moins? Eh bien simplement, ce qu'il est indiqué, c'est que ça, il aura la forme d'un opérateur, moins moins, avec un argument fictif ici, et un argument qui est normalement de type int. Oui. Donc attention, cet argument ne sert à rien. C'est juste pour différencier les deux méthodes. Ça signifie la méthode moins moins préfixe. Ça signifie la méthode moins moins suffixe. Et on introduit un argument pour faire la distinction entre les deux. C'est une des bizarreries du C++, mais c'est comme ça. Alors la question, qu'est-ce qu'il y a dans l'argument? Il vous est déconseillé de l'utiliser, c'est non portable, mais il y a une valeur qui est transportée, mais c'est tout. Donc il est fortement déconseillé de l'utiliser. Alors il y a d'autres opérateurs qu'on peut bien sûr définir. Par exemple, les opérateurs parenthésés ou les crochets. Donc par exemple, vous avez une variable à vous et vous aimeriez bien définir un sens, je vais y arriver, à variable crochet i. Eh bien, il n'y a aucun souci, ça signifie simplement que vous voulez surcharger l'opérateur crochet pour votre variable en tant que méthode et qui prend un paramètre i. Alors, rien ne vous oblige à ce que i soit un entier, vous pouvez très bien définir un opérateur crochet qui fonctionne avec autre chose que des entiers. Il n'y a aucun problème là-dessus. Par exemple, voilà un usage possible de l'opérateur crochet, la définition, une surcharge possible de l'opérateur crochet. Imaginez que vous ayez une classe collection. Ça, c'est fréquent d'avoir une classe collection. C'est-à-dire un objet dont le rôle, c'est de simplement contenir d'autres objets. Vous avez besoin de ranger vos objets dans des boîtes. On n'arrête pas de faire ça dans la vie courante, donc on fait ça aussi, bien sûr, en informatique. On range les objets dans des listes, dans des arbres, dans je sais pas quoi. Du point de vue objet, ça s'appelle des collections. C'est simplement qu'on veut les ranger dans un ensemble. Et cet ensemble, il a une structure, si vous voulez, de représentation. Ça n'a aucune importance ici. Mais ça s'appelle une collection. Donc je me fabrique un objet collection, peu importe comment est-ce qu'il fonctionne, ceci n'a pas vraiment d'importance. Mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'évidemment, si je range mes objets dans une boîte, j'aimerais bien me les retrouver par un numéro. Quand je range les objets dans un tableau, je peux les retrouver par leur numéro. Donc j'aimerais bien, pour n'importe quelle collection, pouvoir retrouver mes objets par un numéro. Donc par exemple, définir un sens pour ma collection, crochet de 4. Donc j'aimerais pouvoir écrire ça. Pour l'instant, oublions comment ceci est implémenté. Mais j'aimerais bien définir un type comme ça. J'ai une collection à moi. Et puis, j'aimerais bien récupérer le 11e élément de la collection. Ou faire des choses comme ça. Donc on va voir pourquoi, pour ma définition telle qu'elle est, l'interdit. Mais j'aimerais pouvoir le manipuler comme si c'était un tableau. Il y a des éléments dedans, j'aimerais pouvoir retirer le 10e, modifier le 5e, faire ce que je veux. D'accord? Alors, pour pouvoir écrire C crochet de 10, je dois simplement faire l'opération consistant à, puisque je veux écrire C crochet de 10, il faut que j'imagine pouvoir, à ce que le compilateur puisse traduire ça en C.opérateur crochet de 10. Donc autrement dit, il me faut une méthode opérateur crochet qui prend un entier dans la classe
de l'objet C, c'est-à-dire dans la classe collection. Donc je dois me définir une méthode opérateur crochet qui prend un entier et qui est dans la classe collection. Et puis il faut que je définisse quelles sont les valeurs de retour, comment ces fonctions-là se comportent. Donc par exemple, je dis, bah, c'est simple, hein, ma collection, qu'est-ce qu'elle contient? Des éléments, d'accord? Donc des objets de type élément. Eh bien, je peux imaginer, il est raisonnable que l'opérateur crochet me renvoie un élément de la collection. Vous avez un tableau de 10 entiers, vous faites T de 5, ça vous renvoie le 6e élément du tableau. Hein, le 6e entier. Donc là, c'est une collection d'éléments. Si je veux écrire C de 5, ça doit me renvoyer le 6e élément de la collection. Donc j'implémente cette méthode, et puis l'intérêt, c'est que je peux faire des tas de choses intéressantes dans cette méthode. Bien sûr, le truc de base que je veux faire, c'est simplement renvoyer l'élément d'indice donné dans la structure qui me permet d'implémenter ma collection. Donc ici, j'ai mis un tableau à l'intérieur de ma collection. Ben, ça pourrait être une liste chaînée, je vais chercher le 10e, je sais pas quoi. Faites ce que vous voulez, ça ne m'intéresse peu ici. L'idée, c'est que ce qu'on renvoie, c'est un élément correspondant à un indice donné. Peu importe comment ces éléments sont rangés là-dedans, ça me regarde pas ici. Mais il y a d'autres choses que je peux faire. Par exemple, je peux m'amuser à contrôler les indices. Vous savez que sur les tableaux en C++, oui, comme en C, les tableaux sont pauvres, c'est-à-dire que vous pouvez faire toutes les manipulations que vous voulez dessus, le compilateur ne vous dira jamais rien, et à l'exécution, vous avez souvent des problèmes avec les tableaux. Vous dépassez les tableaux par la droite ou par un côté ou par l'autre, et ça provoque des erreurs souvent difficiles à tracer. Ici, par exemple, je peux imaginer que mon opérateur crochet, il me réalise des contrôles. Il vérifie que mon indice n'est pas négatif ou que mon indice n'est pas trop grand. Donc si c'est le cas, il me renvoie une erreur. On verra plus tard ce que c'est que ce type d'erreurs. Ce sont des exceptions. Si vous savez de quoi il s'agit, il n'y a pas de souci. Sinon, c'est pas très grave. Mais je peux contrôler le comportement dans mon opérateur crochet. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Le problème qui se pose ici, c'est le suivant. C'est-à-dire que si je fais cette définition-là, donc on a envie de dire que la définition raisonnable de l'opérateur crochet, c'est de prendre un indice et puis de renvoyer un élément. Donc j'écris le prototype de cette manière-là. Élément, opérateur crochet, int indice, blablabla. Et j'écris ça. Et je me dis, c'est sympa, maintenant j'ai défini l'opérateur crochet, j'espère que j'ai pas de bug dedans, mais je vais pouvoir écrire C de 10 et récupérer un élément. Ça marche. Et vous dites, ah mais si j'ai le droit d'écrire C de 10, enfin E égale C de 10, pourquoi je vais vouloir écrire C crochet de 4 égale E? Pourquoi pas, hein? Puisque je peux lire le 11e élément de la collection, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas écrire le 5e élément de la collection, par exemple. Hein, c'est comme sur un tableau, si vous pouvez lire un indice du tableau, vous pouvez écrire à cet indice du tableau. Or, si je définis ma classe de cette manière-là, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, C de 10, quand je le lis, ça fonctionne. Quand je tente de le modifier, ça ne marche pas. Pourquoi? Rappelez-vous que dans un des tout premiers cours, si ce n'est pas le premier, c'est le deuxième, j'ai insisté sur les histoires de left et right value. Vous vous souvenez de ça? Hein? En disant que, bien sûr, que le statut de la variable A n'est pas le même quand vous l'écrivez à droite d'une affectation de quand vous l'écrivez à gauche. Quand vous l'écrivez à droite, c'est une R-value. Bon, C++, je crois qu'il y a un terme adéquat dans la norme pour dire R-value. Maintenant, on essaie d'oublier ça, mais ça signifie simplement que c'est une pure valeur, c'est une valeur. Et ici, ça doit être une L-value, c'est-à-dire qu'ici, ça ne peut pas être une valeur. Ce qu'on indique ici, c'est une référence. On doit indiquer une référence qui correspond à une zone mémoire, dans laquelle on va vouloir faire une affectation. Donc c'est bien une variable qu'on indique ici, alors que ici, ou en tout cas la référence d'une variable, alors qu'ici on est en train d'indiquer une valeur. C'est pas la variable A, c'est sa valeur qui nous intéresse quand on met à droite. Et alors, ici, qu'est-ce que je renvoie pour l'opérateur crochet? Vous voyez bien que ce que je renvoie, c'est un élément. C'est le type élément. Donc ce que je renvoie ici, c'est par valeur. Hein? Rappelez-vous que le passage d'argument ici, c'est un passage dit par valeur. Le retour ici, c'est aussi un retour dit par valeur. Il y a d'autres passages possibles d'arguments en C++, notamment le passage par référence.
Mais comme j'ai renvoyé une valeur, ce que j'ai ici quand j'écris C de 4, c'est une valeur. Or, ici, donc maintenant, malheureusement, je n'ai pas une L value. Donc ça ne fonctionne pas. Parce que ce qui est renvoyé ici, c'est une L value, une valeur. Hein, si vous renvoyez 3, imaginez que c'était un entier, si vous renvoyez 3, c'est la valeur 3 que vous renvoyez, pas une variable. Donc, comment faire pour pouvoir autoriser à écrire ça? Parce que ça, c'est naturel. Vous voyez, ça fait partie des pièges de l'écriture de l'usage de la surcharge des opérateurs. Eh bien, une bonne définition, ça consisterait justement à renvoyer non pas une valeur, mais à renvoyer une référence. Si je renvoie une référence, ça fonctionne. Parce que ce que j'ai ici, c'est une référence, et donc j'ai le droit, une référence est une L-value, j'ai le droit d'avoir une référence à gauche. Bien sûr, vous me dites, mais ici j'ai une référence et pas une R-value. Le problème, c'est que quand vous mettez une référence à droite d'une affectation, le compilateur, bien sûr, il sait transformer cette référence en une R-value. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ce qu'il ne sait pas faire, c'est quand vous avez une valeur pure, la transformer en référence. Ça n'est pas possible. L'inverse, oui. Si vous avez une référence, c'est qu'il y a une variable à l'intérieur de laquelle il existe une valeur. Donc il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Donc vous voyez, la bonne définition de l'opérateur crochet, normalement, hein, c'est de faire un retour par référence. Vous êtes autorisé à utiliser la technique précédente, mais vous voyez l'inconvénient, c'est que ça vous fournit un opérateur qui ne se comporte pas comme un opérateur attendu. Moi, si vous me fournissez un opérateur crochet, je peux vouloir l'utiliser où je veux. Hein, donc faites attention à ça. Donc vous voyez que c'est intéressant, c'est que maintenant, hein, bien sûr, je peux, ici aussi, un contrôle d'indice est réalisé, si jamais j'essaye de modifier une case de ma collection, enfin un emplacement de ma collection, lequel n'existe pas, j'aurai un contrôle d'indice qui sera réalisé via cet opérateur crochet. Oui. Alors non, hein, je vous rappelle que ce qui fait la différence pour un opérateur, c'est vous avez le droit de surcharger peu importe une méthode, que ce qui fait la différence entre deux surcharges, pardon, c'est la liste des arguments, jamais le type de retour. D'accord? Sinon il y aurait ambiguïté, il ne saurait jamais laquelle appeler. Alors, bien sûr, là j'ai discuté de cette question du retour de la fonction crochet, qui est en fait une fonction, hein, qui s'applique à l'élément C, hein, c'est une fonction qui prend un argument 10 et qui s'applique à l'élément C, et puis qui renvoie quelque chose, peu importe. Eh bien, je peux le redéfinir de la façon suivante. Je peux utiliser un autre type que le type entier pour les indices. J'ai l'habitude de les voir comme des indices, c'est-à-dire des entiers, mais normalement, vous avez déjà manipulé des langages de script. Il y a plein de langages pour lesquels vous avez des tableaux associatifs, c'est-à-dire dans lesquels, en fait, vous avez une notion de clé. Hein, vous avez une structure T pour laquelle il y a une notion de clé. Et associé à cette clé, il peut y avoir une valeur. Et cette clé, ça peut être n'importe quoi. Souvent, c'est des chaînes de caractères. Hein, vous appelez ça des hashmaps ou je sais pas quoi, peu importe votre langage. Comment est-ce qu'on fait ça en C++? Il n'y a aucun souci. Simplement, l'opérateur crochet, je le définis de telle sorte que ce qui prend en paramètre, ça n'est pas un int, bah, c'est simplement n'importe quoi. Donc, par exemple, mon type string. Et donc, j'ai le droit, quand je fais ça, hein, j'ai le droit, bien sûr, d'écrire T crochet de la chaîne 1, T crochet de la chaîne 2. T crochet de la chaîne ce que je veux, enfin peu importe. Ici c'est un exemple simple, mais il n'y a aucun souci. Je fais ça comme bon me semble. D'accord? Ouais, ça doit marcher. Donc vous pouvez définir, hein, en C++ il n'existe pas, mais vous pouvez définir des tableaux associatifs comme bon vous semble, avec les types que vous voulez. Alors, pour le cas des parenthèses, c'est un poil plus subtil, puisque pour les parenthèses, j'ai dit qu'on pouvait surcharger les parenthèses pour un objet. Bah, ça signifie quoi? Ça veut dire que si vous avez un objet, vous pouvez donner du sens à objet parenthèse un argument, objet parenthèse autant d'arguments que vous voulez. C'est comme bon vous semble. Quel peut être le sens à donner là-dedans? Alors ça, on verra plus tard, mais un tel objet, ça s'appelle un foncteur. Bah, j'en sais rien, qu'est-ce que je peux avoir fait? Bah voilà, en fait, j'ai un objet qui est un convertisseur de monnaie. Je dis pas que c'est un exemple
le plus élégant et le plus imaginatif possible, mais il est suffisamment petit pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. C'est quoi l'idée? C'est qu'un convertisseur, ça va être... En fait, un convertisseur, c'est une fonction. On ne parle pas d'objet convertisseur, habituellement on dit qu'il y a une fonction de conversion. On a une fonction de conversion des euros dans les dollars, des dollars dans les yens et je sais pas quoi. Bon, moi ce que je veux, c'est un objet convertisseur, c'est un objet qui contient le taux, parce que ces fonctions sont évidemment normalement paramétrées par le taux de conversion. Je vais appeler ça un objet convertisseur. Donc pour moi un convertisseur, c'est un objet qui contient un taux de conversion, et puis un objet qui se comporte comme une fonction. C'est-à-dire que quand j'ai créé un convertisseur euro-dollar en choisissant le taux de conversion 1,4306, quand j'ai fait l'exemple, ça devait être 1,4306, très bien, eh bien, je peux vouloir convertir 15 euros en dollars. Alors comment est-ce que je fais? Je prends simplement mon objet euro-dollar et je le vois comme si c'était une fonction. Ça appelle la méthode opérateur, parenthèse, parenthèse, avec le paramètre qui est ici. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Simplement elle prend la valeur V, elle lui applique le taux et elle renvoie la valeur. Donc ça fait 15 fois 1,4306 et puis ça vous renvoie la valeur. Mais attention, euro-dollar, si je vous montre ça juste comme ça, et je vous dis qu'est-ce que c'est que ce machin-là, la plupart du temps vous allez me répondre, euro-dollar c'est une fonction. Non. Attention, en C++, là, tel que je l'ai écrit ici, je ne sais pas répondre, il faut que je regarde ce que c'est que euro-dollar. Euro-dollar est un objet, c'est un objet du type convertisseur, qui a en fait une méthode qui lui permet d'être utilisé comme une fonction. D'accord? Bon, voilà. Il fait un peu plus de choses que ce que j'ai dit, mon objet convertisseur, mais il est possible de faire ça. C'est très utile, ce genre d'objet. On verra un peu plus tard, c'est utilisé de façon assez intensive dans la STL ou dans des bibliothèques comme Boost, mais les objets foncteurs sont très utiles. Alors les opérateurs de conversion, comment est-ce que ça fonctionne? Ça va être assez simple en fait. Si vous voulez convertir une expression dans un certain type, la syntaxe C standard, c'est d'écrire type entre parenthèses expression. Vous avez un flottant, vous voulez le convertir en entier, eh bien vous devez écrire en C, vous écrivez ça comme ça. Ça veut dire convertir la valeur qui est là, ou l'expression, si c'est une expression compliquée, en type int. Il y a une conversion qui va être opérée. On va perdre les chiffres derrière la virgule et on va transformer ça en 3, bien sûr. On va prendre la partie entière. Donc ça, c'est la syntaxe C. En C++, la syntaxe de conversion utilise une notation fonctionnelle. C'est-à-dire, si vous voulez écrire ça en C++, normalement, donc vous pouvez l'écrire comme ça, bien sûr. Je vous rappelle que le C++ est compatible avec le C. Mais il y a une nouvelle notation aussi qui consiste à l'écrire sous cette forme-là. Ça, c'est la notation C++. Ça signifie exactement la même chose. D'accord? Maintenant, si vous voulez donner du sens à cette conversion, vous pouvez vouloir définir, être capable de transformer, je sais pas quoi, une matrice en quelque chose, j'en sais rien. Transformer une matrice en entier, ça calculerait, je sais pas quoi, son déterminant, ou des choses comme ça. Eh bien, il suffit simplement, quand vous voulez donner un sens à la conversion d'une expression qui a un certain type en un autre type, eh bien, il suffit que dans le type de l'expression, vous définissiez un opérateur qui porte ce nom-là, opérateur, type, parenthèse, parenthèse, const, machin. Alors par exemple, il faut prendre un autre exemple simple, qui devrait vous permettre de comprendre. Imaginez que j'ai écrit une classe fraction, je veux pouvoir faire des calculs exacts avec des fractions. Donc j'ai implémenté une classe fraction où j'ai un numérateur, un dénominateur, peu importe. Je sais fabriquer une fraction avec un numérateur, un dénominateur. Jusqu'ici, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais de temps en temps pouvoir faire une conversion de ces fractions vers le type double. Oui, vers le type double. C'est-à-dire si j'ai la fraction 1 demi,
ben, j'aimerais bien pouvoir la convertir en le nombre 0,5. D'accord? Donc je vais pouvoir faire des calculs exacts sans perdre de précision par exemple, et puis à la fin, bien sûr, il faut que je les convertisse en des types natifs. J'aurai éventuellement une perte, mais je n'en aurai qu'une. Donc ce que je veux pouvoir faire, c'est ça, fraction 1,5, bah, j'ai choisi 1,5, c'est pas par hasard, et puis je veux pouvoir convertir 1,5 en double, d'accord? Donc si je veux pouvoir écrire ça en C++, ça ou ça est strictement équivalent, hein. Eh bien il suffit que dans le type fraction, j'implémente une méthode qui s'appelle opérateur double, qui ne prend pas de paramètres bien sûr, et qui me renvoie un double. Donc j'ai fait simplement l'opération consistant à diviser le numérateur par le dénominateur et puis à me renvoyer la valeur. Je me débrouille pour envoyer un double qui correspond à ce qui va bien. D'accord? Donc il suffit de définir ça pour avoir un opérateur de conversion de n'importe quel type vers n'importe quel autre type. Alors pour la conversion de type, sachez aussi qu'il y a d'autres choses possibles, notamment si je réfléchis à ce que fournit la syntaxe fonctionnelle de conversion, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un type et puis une valeur. Vous êtes d'accord? Ça me permet de convertir cette valeur-là en une valeur de ce type-là. Seulement cette syntaxe-là, type, valeur, je la connais déjà. Notamment quand j'ai créé des constructeurs dans mes types. Si j'ai créé des constructeurs à un argument, c'est-à-dire si je crée dans ma classe fraction un constructeur à un seul argument. D'accord? J'ai une classe fraction, et puis à l'intérieur, j'ai un constructeur à un argument qui est de type entier. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça veut dire que quand je construis une fraction avec un entier, bah, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire si vous prenez un entier, et ça vous fabrique une fraction. Donc d'une certaine manière, c'est un opérateur de conversion. C'est quelque chose, si vous lui donnez un entier, ça vous donne une fraction. Donc, c'est effectivement le cas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai défini une classe avec avec un constructeur à un argument, ça fournit automatiquement une conversion. Donc regardez la définition que j'ai faite de la classe fraction. J'ai créé ma classe fraction dans laquelle il y a bien un constructeur avec un argument de type entier. Eh bien ça me permet d'écrire f égale 2. Regardez bien ce que je fais dans le main. J'ai créé une fraction. J'ai dit que la fraction f, c'était 25 douzièmes. Bon, très bien. Et ensuite, je fais f égale 2. Ça, c'est bizarre. Parce que f, c'est un objet de type fraction. Et 2, c'est un entier. Donc, normalement, il vous dit, mais je ne sais pas quoi faire de ce machin-là. C'est quoi, ça? Je ne sais pas affecter une matrice à un gâteau. Hein, les deux types ne sont pas compatibles. Normalement, on ne doit affecter que des types compatibles. On doit pouvoir faire A égale B si A et B sont des types compatibles. Or, entier et fraction ne sont en rien des types compatibles. Si vous avez mis un constructeur qui est capable de prendre une valeur de ce type-là et de construire une fraction avec, alors c'est exactement ce que va faire le C++. C'est-à-dire, il prend 2 et il dit « Ah, mais je ne sais pas injecter directement un entier dans f qui est une fraction. Mais je vais regarder un peu ce qu'il y a dans la classe fraction. » Donc il examine la classe fraction et il dit « Ah, mais je sais faire ça. Parce qu'en fait, j'ai un constructeur qui me permet de prendre un entier et de construire une fraction avec. » Donc c'est exactement ce qu'il fait. Il construit une fraction à l'aide de ce 2-là, en appelant ce constructeur-là. Et ensuite, une fois qu'il a fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Ben, vous avez deux fractions, enfin une fraction de chaque côté de l'opérateur d'affectation et il fait l'affectation. Donc j'ai le droit d'écrire f égale 2. Ça consiste simplement à écrire, à créer une fraction avec le paramètre 2, donc 2 sur 1, et puis à affecter, la fraction 2 sur 1 à la fraction f. Ça c'est automatique. D'accord? À partir du moment où vous définissez un constructeur à un argument, ça définit automatiquement une conversion pour vers le type indiqué. D'accord?
Hein, c'est exactement comme quand j'ai défini une variable a, un entier i, pardon, et que j'écris i égale, et je mets un caractère dedans. Normalement, les types ne sont pas compatibles. Ce que fait le C, ou le C++, c'est pareil, il sait qu'il y a une relation de compatibilité entre les caractères et les entiers, il prend C, qui est une valeur numérique en fait, il la convertit en une valeur numérique du type entier, et il fait l'affectation. Là, c'est exactement la même chose. Il prend cet entier, il le convertit en une valeur du type fraction, et ensuite il fait l'affectation d'une fraction à une fraction. D'accord? Simplement, c'est défini par l'utilisateur. Ça, c'est la liste des possibilités offertes par la surcharge d'opérateurs vue comme méthode de classe, méthode d'instance. Je vous ai dit, il y a deux techniques pour réaliser une surcharge. Parfois deux techniques. Parfois il n'y en a qu'une, mais parfois il y a deux techniques. L'autre technique, c'est un opérateur vu comme une fonction ordinaire. C'est bizarre de voir... c'est bizarre de voir... Personne ne m'a fait la remarque, mais vous auriez pu. C'est que quand je dis que j'écris A plus B et que je le vois comme A.opérateur plus 2B, ça c'est purement le genre de manipulation que les informaticiens affectionnent, mais c'est pas ça le truc naturel. Pour un mathématicien, quand je dis que A plus B, enfin quand j'écris ça, ce qu'on a en tête, c'est qu'en fait, il y a une fonction des paires d'entiers vers les entiers. Je vois plutôt la plus comme une fonction qui prend deux entiers et qui en renvoie un troisième. Enfin, qui en associe un. Donc c'est exactement ça, la deuxième technique. C'est-à-dire la deuxième technique, c'est vous voyez ça simplement comme une fonction ordinaire. C'est-à-dire vous ne le voyez pas comme un objet qui a une méthode qui prend en paramètre le deuxième objet qui est à droite, mais vous voyez ça comme une fonction. Donc la notation que je pourrais dire, c'est la notation comme ça. Une fonction qui prend A et B en paramètres. D'accord? Alors, pourquoi est-ce qu'on peut avoir besoin de ça? Ben, la raison est assez simple, c'est que la technique précédente, A.opérateur plus B, elle n'est pas toujours possible. Pourquoi? Parce que si vous voulez la réaliser, il y a une contrainte. Pour réaliser une telle surcharge, il vous faut le code du type de A. Puisqu'il faut rajouter une méthode dans la classe de l'objet A. Donc il vous faut le code de l'objet A. Et ça, c'est pas toujours possible. Peut-être que vous ne l'avez pas, le code de l'objet A. C'est un truc qui vous a été fourni sous forme d'une bibliothèque, et donc vous n'avez pas accès au code de l'objet A. Donc ça impose à ce que vous puissiez modifier le code de l'objet A. Ou alors vous n'avez pas le code de l'objet A, ou alors on vous interdit d'y toucher. Et c'est pareil. Donc dans le second cas, ici, il n'y a aucun souci. Rien ne vous empêche de définir une fonction qui agit sur deux paramètres. Et c'est exactement à ça que sert la deuxième technique, entre autres. Donc si vous voulez réaliser la surcharge de O1 plus O2, enfin donner du sens à O1 plus O2, quel que soit O1 et O2, eh bien, il suffit de le voir comme plus O1, O2. Mais attention, cette fois, ça change les choses. Ça, c'était une méthode à un argument. Ça, c'est bien une fonction à deux arguments. Donc ne vous méprenez pas. Donc si je veux définir, avec cette technique-là, de quoi additionner deux nombres. Vous vous rappelez tout à l'heure comment j'avais additionné deux nombres? Je vais revenir juste à la définition de l'addition de deux nombres, telle que je l'avais vue tout à l'heure, c'est-à-dire sous la forme d'une méthode de la classe nombre. J'ai la classe nombre, à l'intérieur j'ai une méthode qui prend en argument un nombre. Parce que dans le contexte N1 plus N2, ça c'est en fait N1 plus opérateur plus de N2. Donc c'est bien une méthode à un seul argument. Ici, voilà. Ici, vous remarquez que dans la classe nombre,
je n'ai en aucune manière fait apparaître l'opérateur. Hein, la classe nombre, elle est tout à fait ordinaire, il y a un constructeur, un machin qui fait get valeur, je sais pas quoi, enfin. Et je veux définir un sens à l'opérateur plus sans modifier cette classe. Bah, qu'est-ce que je définis? Une fonction. Donc attention, hein, c'est pas dans le contexte de la classe nombre. Hein. J'ai pas écrit nombre, opérateur. C'est une fonction. Elle ne fait pas partie de la classe nombre. Vous avez le droit de définir des fonctions qui ne sont pas dans des classes hein, en C++. La fonction sinus n'appartient à aucune classe. La fonction open, read, write, close, ces fonctions-là, elles n'appartiennent à aucune classe. Eh bien, j'ai le droit de définir une fonction qui porte aussi le nom opérateur plus. Mais bien sûr, comme c'est une fonction qui est en dehors de toute classe, elle prend deux arguments. Donc si j'écris ça, bien sûr, quand j'écris n1 plus n2, hein, le compilateur, il va chercher simplement est-ce qu'il y a une méthode ou est-ce qu'il y a un opérateur en dehors de la classe qui me permet de faire la traduction, soit sous forme 1, soit sous la seconde forme. Bien sûr, il trouve ça, et donc en fait, il applique ça. Bien sûr, vous pouvez l'écrire aussi comme ça, mais c'est pas très utile. Alors, elle est très importante cette technique, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des cas pour lesquels il n'est juste pas possible de modifier la classe de A. Et il y a un exemple tout à fait standard dont vous allez avoir besoin immédiatement, maintenant que vous connaissez les surcharges des opérateurs, c'est les opérateurs d'entrée-sortie. Vous avez un type matrice M, enfin un type matrice, pardon, et puis vous pouvez déclarer des matrices, les multiplier, faire des tas de choses. Il y a une chose que vous ne pouvez pas faire comme toutes les autres variables, c'est les afficher. Comment est-ce qu'on affiche quelque chose en C++? Bah, si vous avez un entier, vous écrivez cout, inférieur, et puis i, et ça va afficher l'entier. Ça marche pour tous les types, sauf, comme par hasard, sauf pour vos types à vous. Ça marche pas. Vous définissez le type matrice, et ça marche pas. C'est normal, les opérateurs qui sont là sont simplement des opérateurs. Il va falloir, si vous voulez donner du sens à ça, il va falloir effectivement faire de la surcharge d'opérateurs. Donc vous voudriez pouvoir écrire quelque chose comme ça. Vous avez un type matrice, et puis vous voudriez pouvoir écrire cout, voici la matrice machin, M, Endel, et faire blablabla, tout ce que vous voulez. Et ça, vous aimeriez bien que ça affiche une matrice, voilà. Peu importe l'affichage, mais voilà. Donc on va simplifier le problème. Avant d'arriver à faire ça, la première chose, c'est on va simplifier le problème. On va dire, je veux juste afficher ma matrice, pas de message, rien. C'est-à-dire, je veux pouvoir écrire cout, inférieur, M. Mais ça, c'est pas difficile. Inférieur est un opérateur surchargeable. Je peux le surcharger. Donc ça veut dire que j'ai deux formes possibles pour l'écrire. Si j'écris cout, inférieur, M, je peux écrire, soit je peux le voir comme méthode, première technique, méthode de la classe de cout, soit je le vois comme fonction qui agit sur cout et M. Je dois toujours me poser la question, qu'est-ce qui est à ma disposition? Alors, si je veux faire ça, bah, j'ai ma contrainte. C'est-à-dire, si je veux faire ça, il faut, que je connaisse la classe de cout. Je peux vous la donner, je vais vous la donner dans un instant. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que ce n'est pas parce que vous connaissez la classe de cout que vous pouvez modifier son code. Ce n'est pas forcément raisonnable de modifier le code de la classe cout. Donc ça, c'est pas possible. Vous n'avez pas le code de la classe cout. Vous n'y arriverez pas. Donc ce qui vous reste, c'est ça. Il vous faut définir une fonction qui prend deux paramètres, cout et M, et qui va faire quelque chose avec cout et M. Donc regardez comment est-ce que je vais réaliser ça. Bah, si je veux pouvoir réaliser un afficheur pour ma classe nombre, je ne l'ai pas fait pour matrice, parce que je vous laisse imaginer ce que c'est que l'affichage d'une matrice, je m'en fiche. C'est pas très important, donc j'ai simplifié, j'ai pris la classe nombre, et j'aimerais pouvoir écrire cout inférieur à n. Donc, toujours pareil, soit je le vois comme cout.opérateur inférieur de n, soit je le vois comme opérateur inférieur, entre parenthèses cout, virgule n. Première possibilité, c'est pas possible, il faut que je touche à la classe de cout, c'est interdit. Donc deuxième possibilité, il ne me reste plus que ça. Donc qu'est-ce que je fais? J'écris une fonction qui s'appelle opérateur inférieur et qui prend deux paramètres. Un objet de la classe de cout et puis un objet de la classe de n. Sachant que la classe de cout, c'est ostream, et puis la classe de n, c'est un nombre.
et puis je réalise les choses qui vont bien. Alors attention, je me dis, bon bah très bien, je vais réussir à faire ça. Donc je prends un noStream pour éviter de faire la... Ah oui, j'aurais dû vous faire les... Ouais, je peux faire l'expérience, on va voir, tiens, c'est pas bête. Vous allez voir le nombre d'erreurs qu'on peut avoir quand on commence à faire ce genre de choses. Mais quand vous tomberez sur ce genre d'erreur, autant que je vous montre. Alors, vous allez voir. Ne vous inquiétez pas, je prépare tout. Voilà. Alors, ouais, on va se mettre là-dedans. Ouais. Alors, je vais me créer une petite classe, hein, je vais me créer la classe nombre, mais c'est vite fait. Donc, using namespace, je vais faire toutes ces choses-là. std. Je vais me créer une classe nombre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? En champ privé, il y a un entier. Et puis, j'ai un constructeur. Donc, j'ai un constructeur de la classe nombre qui prend en paramètre un entier n, et puis qui fait simplement v... Pardon. Je devrais faire ça comme ça pour être propre. Voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai? Un getValeur, par exemple. getValeur, qui fait un return de v. C'est ça. Voilà. Bon, très bien. Donc ça veut dire que je peux créer un nombre, n. Je vais l'appeler 1. Voilà. Mon nombre, il vaut 1. Je peux me créer un autre nombre, 10, qui stocke la valeur 10. Et puis ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est évidemment cout de 1 ou cout de 10. D'accord? Je ne peux pas modifier la classe de cout. J'insiste. Donc la seule chose qui me reste, si je veux faire ça, c'est de définir un opérateur qui permet de prendre en paramètre cout, et puis un objet 1 ou l'objet 10, c'est-à-dire un objet de type nombre. Donc je vais me définir, une fonction qui s'appelle opérateur inférieur, qui prend en paramètre l'objet oStream. Donc j'appelle O, et puis l'objet nombre, n. Jusqu'ici, tout va bien. D'accord? Alors, la chose quand même à laquelle je dois penser, ok, j'ai trouvé mes paramètres. Parce que les paramètres, ils sont fixés par ça. Le paramètre 1, c'est cout, le paramètre 2, c'est 1. Donc le type, c'est oStream, et puis le type ici, c'est nombre. J'ai pas le choix. Ce que ne m'indique pas cette instruction-là, cette ligne-là, c'est quel est le type de retour. Bon, alors, je sais pas trop, je vais mettre void. Mettons void. Je vais mettre, void ici, ok? Alors maintenant, qu'est-ce que ça fait, ça? Qu'est-ce que ça fait, l'opérateur inférieur sur un oStream et sur le nombre n? Ah, c'est un truc qui peut vous sembler bizarre et on peut se poser la question un petit bout de temps, mais en fait, la chose est assez simple. Qu'est-ce que je veux faire? J'ai un nombre, je ne peux pas l'afficher directement, mais on sait bien. Ici, ma définition est suffisamment simple pour que je comprenne ce que je veux faire. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux que quand j'affiche le nombre 1, à l'écran s'affiche le champ V qui est contenu dans ce nombre. Donc je vais le faire. C'est-à-dire que ce que j'affiche ici, c'est, je vais afficher dans O la valeur de n. D'accord? Il n'y a pas de serpent qui se mord la queue ici. Hein. Ici, c'est une fonction qui prend un oStream et un nombre, alors que ici, c'est la fonction qui prend un oStream et un int. getValeur, ça renvoie un int. Donc la fonction qui me permet d'afficher un nombre, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle affiche l'entier qui est caché dans le nombre. Je pourrais faire n'importe quoi dedans. Je pourrais m'amuser à définir un format, je sais pas quoi. Mon nombre est égal à... Voilà. Voilà mon affichage. Je peux m'amuser à faire ça. Ça n'a aucune importance. Quand j'appelle cout inférieur à 1, bah ça affichera mon nombre est égal à la valeur 1 en décimale. Quand je ferai cout inférieur à 10, j'espère que ça affichera mon nombre est égal à 10. 1, 0. Alors je me dis, ok, là j'ai tout bien fait.
Donc je vais essayer de compiler, on va voir ce que va me dire le compilateur. Et il va râler. Et je vous dirai pourquoi. Donc je fais un coup de G++, nombre CPP. Ah, gasp. Vous voyez que l'erreur qui m'est indiquée ici, elle est relativement... Vous pouvez croire qu'il y a plusieurs erreurs. Hein. Il n'y en a qu'une seule. Ça, c'est le problème du C++, c'est dès qu'on commence à rentrer dans des constructions un poil compliquées, les erreurs sont nécessairement compliquées. Donc, on verra pourquoi, d'où sortent ces choses-là. Mais entre autres, ce qui est caché derrière, c'est qu'il y a des templates. Donc, comme on ne les a pas vus, ça ne vous permettrait pas de comprendre pourquoi est-ce que les erreurs sont si longues. Mais c'est une seule erreur. En fait, c'est la même, sauf qu'il me la répète 2 fois. Ce qui me met la puce à l'oreille, c'est que pour lui, il y a un problème avec cout est 1 et cout est 10. Et en fait, c'est ça que je devrais tenter de décoder pour comprendre de quoi il s'agit. C'est-à-dire que quand j'essaie de faire cout par exemple 10, qu'est-ce qu'il me dit? Ici, il me raconte quoi? Il me dit no matching constructor for initialization of ostream. Ah. Alors, je vais revenir dans mon code et je vais essayer de comprendre quel est le problème avec le ostream. Quand je fais cout inférieur à 1, qu'est-ce que je fais? J'appelle cette fonction-là. Comment je l'appelle, cette fonction? Quel est le type de passage de paramètres que j'utilise pour cette fonction-là? Un passage par valeur. Je passe ostream par valeur et je passe nombre par valeur. Un passage par valeur, c'est-à-dire c'est une copie. C'est-à-dire qu'en fait, quand je passe cout, ce que j'obtiens ici, c'est une copie de cout. Et quand je passe 1, ce que j'obtiens, c'est une copie de 1. Alors une copie d'un nombre, ça va. Le problème, c'est que la copie de cout, ça c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Parce que cout, c'est pas un objet normal comme un autre. En gros, c'est un fichier. C'est l'écran, je sais pas, vous l'appelez comme vous voulez, mais ça n'a aucune importance. Mais c'est pas un objet interne à votre code, ça représente une ressource qui est extérieure. Et bien sûr, ce que je ne veux pas, c'est obtenir une copie de l'écran ou une copie de mon fichier. C'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est vraiment modifier le fichier, cout, qui correspond à cout. Je veux pas modifier une copie de ce qui correspond à cout. Donc je ne veux pas passer ici par copie. Et ce que m'interdit la définition de cout, la définition de ostream, c'est justement de faire des passages par copie. La classe ostream interdit le passage par copie. Vous allez me dire comment est-ce que je fais ça? C'est facile, hein. Si vous voulez interdire un passage par copie, vous prenez un constructeur par copie, mais vous le mettez comme privé. S'il est privé, personne ne peut l'utiliser. Donc c'est ce qu'a fait la classe ostream. Il y a bien un constructeur par copie, mais vous ne pouvez pas l'utiliser. Il est rendu privé. Donc ici, tout ce que cette erreur m'indique en réalité, c'est qu'ici, je n'ai pas le droit de passer ostream par copie. Donc qu'est-ce qui me reste comme possibilité? Je le passe par référence. C'est-à-dire je passe vraiment l'objet cout. Je ne passe pas une copie de cout, je passe l'objet cout. Si je compile, sauf erreur de ma part, ça marche très bien. Donc vous voyez, hein, il n'y avait bien qu'une seule erreur. Maintenant, si j'affiche nombre, ça marche bien. Mon nombre est égal à 1, mon nombre est égal à 10, blablabla. Ah, je ne suis pas satisfait. Je me suis trompé dans mes affichages, parce que j'aimerais bien faire un petit passage à la ligne ici. Hein. D'accord? Donc je vais le faire. Je fais un passage à la ligne. Donc qu'est-ce que je veux faire pour faire un passage à la ligne ici? Je vais faire endel. Et puis ici, endel. C'est ça que je veux faire. Si je compile ça, je vais avoir un souci. Oh, zut, je retombe encore sur des erreurs bizarres. Un peu moins long, mais c'est quand même un peu long. Puis c'est tout aussi cryptique pour vous, probablement. Mais c'est pas très grave. En tout cas, il a un problème ici. C'est avec endel. Pourquoi le fait d'avoir ajouté endel, ça lui pose problème? Parce que je sais afficher endel. Hein. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Bon, ok, on va revenir à la situation précédente. Est-ce que j'ai un problème avec endel? Alors je vais faire ça, par exemple. Ça marche très bien. Donc il n'y a pas de problème avec endel. C'est pas avec endel qu'il y a un problème. Ni avec cout, ni avec nombre. Là où il y a un problème, c'est quand j'essaie de combiner l'affichage de 1 avec endel. Ou l'affichage de... Pardon. Il faut que je compile. Ou l'affichage de 10. C'est pareil. Alors pourquoi est-ce que j'ai un problème? Ah, là il faut revenir
à un petit peu de C. En fait, il faut comprendre, donc il faut maîtriser les opérateurs un petit peu. Je ne raconte pas tous les opérateurs, parce que vous êtes censé tout savoir sur les opérateurs du C. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez que cette expression-là, hein, c'est une expression comme ça. J'ai, en gros, peu importe ce que c'est, mais j'ai écrit A, inférieur à B, inférieur à C, etc. C'est une expression composée. D'accord? Qui utilise plusieurs opérateurs. Là, le même, mais plusieurs fois. Alors, revenons sur des cas simples. Qu'est-ce que ça fait quand j'écris A plus B plus C? Le C vous définit exactement ce que ça veut dire quand vous écrivez A plus B plus C. Qui sait exactement comment est calculé A plus B plus C? Vous avez deux possibilités. Hein. Bon, il y en a trois, mais il y en a une qui est vraiment bizarre. Soit vous faites A plus B, et ensuite, vous prenez le résultat, vous faites plus C. Soit vous faites de l'autre côté, vous prenez B plus C, puis le résultat, vous ajoutez A. Soit vous faites un truc encore plus bizarre, celui-là il serait très étrange, et vous vous amusez à faire A plus C, et puis ensuite plus B. Vous allez me dire, je m'en fous, parce qu'en maths c'est pareil. Oui, d'accord. Mais c'est pas pareil pour une machine. Vous ne faites pas les choses dans le même ordre. Il peut se passer des choses très différentes. Vous allez me dire, ça joue jamais quand je mets sur des nombres. Certes, mais maintenant, appelez des fonctions. Ça, c'est très différent. F, l'appel à F, plus l'appel à G, plus l'appel à H, bah vous êtes d'accord cette fois que le sens dans lequel j'évalue cette expression change tout. Si j'évalue en parenthésant à gauche, je calcule d'abord F, puis ensuite G, je fais la somme de ce résultat, puis ensuite j'appelle H. Si je parenthèse à droite, c'est d'abord G, puis ensuite H que j'appelle. Et à la fin, F. Donc l'ordre est important. Le langage vous définit ça. Vous avez besoin de savoir dans quel ordre c'est évalué. Alors, parmi les opérateurs, il y a des opérateurs qui s'évaluent, qui parenthèse à gauche, ou des opérateurs qui parenthèsent à droite. Alors la plupart des opérateurs, comme les opérateurs arithmétiques, ils s'évaluent de gauche à droite. Donc quand j'écris A plus B plus C, en fait c'est A plus B plus C, vous développez comme ça. D'accord? Je vous fais grâce des histoires de priorité sur les opérateurs. Hein, mais ça aussi c'est important. Si vous avez une expression qui fait intervenir plusieurs opérateurs, vous écrivez A plus B fois C. Bah, il faut d'abord évaluer les multiplications avant les additions. Hein. On apprend ça à la maternelle et ça vaut aussi, pas à la maternelle, à l'école primaire. Ça vaut aussi pour les calculs numériques faits par informatique. Alors maintenant, cet opérateur-là, comment il s'évalue? Bah, cet opérateur-là aussi, il s'évalue à gauche. C'est-à-dire, vous faites d'abord A inférieur à B, ça vous fournit un résultat, puis ensuite vous faites inférieur à C. Ah, c'est là que je devrais... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais C out inférieur à 1. Ça fait ça. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le résultat de ça et vous l'appliquez à n del. Mais c'est ça qui vous pose problème. Parce que quel est le résultat de C out inférieur à 1? Ben, regardons la définition que j'ai pu faire de l'opérateur. Le problème, c'est que quand je fais C out inférieur à 1, qu'est-ce que ça me renvoie? Void. Donc en fait, ce que je suis en train de faire là, c'est void inférieur à NL. Ça marche pas. Donc mon problème, c'est la définition du type de retour de mon opérateur qui n'est pas bonne. Ce que je veux faire maintenant pour résoudre mon problème, c'est qu'est-ce que je veux faire? Ce que je veux, en fait, quand j'écris ça, je veux pouvoir envoyer 1 dans cout, et une fois que j'ai fait cette opération-là, envoyer n del dans cout. Donc ça y est, j'ai ma réponse. Quand j'ai envoyé cout dans 1, cette expression-là me renvoie quoi? Bah, cout lui-même. Donc le type de retour, ça doit être un ostream. Allons-y. Je mets ostream. Je compile, je suis joyeux. Ah, un ostream, ok. Allez. Par contre, il faudrait peut-être que je fasse un return. Alors je fais un return. Je veux renvoyer l'objet lui-même. On m'a passé un ostream. Hein, on m'a passé cout.
j'ai injecté 1 dedans. Ce que je veux, c'est cette expression me renvoie Cout lui-même. Donc je renvoie le stream lui-même. Donc ça me renvoie un stream, et je renvoie l'ostream qu'on va passer en paramètre. Si je compile ça, j'ai une erreur. Qui sait pourquoi? Eh oui, j'ai encore fait la même erreur que tout à l'heure. Il râle parce qu'en fait, quand j'ai renvoyé Cout, comment je le renvoyais Cout? Par valeur. J'ai pas le droit de copier Cout. Les ostreams ne peuvent pas être copiés. Donc il faut que je le renvoie par référence. Hop, hop. Alors, il y a encore une autre erreur, hein, des fois qu'on peut produire. Voilà, je n'ai pas perdu ici. Donc si je fais ça cette fois, oh magie, ça compile. Il n'y a plus qu'à espérer que la modification fonctionne. Et oui, cette fois j'ai bien fait le handle derrière. Donc maintenant ça marche. Je peux combiner ça avec tout ce que je veux. Hein. Ça fonctionne sans aucun problème. Si j'écris ici premier essai, handle, je sais pas quoi, tout ça fonctionne tout à fait normalement. Donc la bonne définition, premier essai avec un E, c'est moyen. Oh, je vais y arriver. Voilà. Ok. Alors, j'ai envie de serrer les boulons hein, maintenant. Je me dis, c'est pas fini, il faut que je travaille encore un peu. Il y a beaucoup de travail à faire en C++ si vous voulez obtenir un code bien comme il faut. Oh, là, c'est la question classique. C'est OK, je passe nombre aussi, j'ai fait une copie de l'entier 1. Hein. Je le vois pas parce que j'ai pas de constructeur par copie, mais il y a quand même une copie qui est fabriquée. C'est la définition du passage par valeur. J'ai pas envie de faire ça, donc j'ai envie de l'économiser. Donc technique standard. Qu'est-ce que je fais? Je veux le passer par valeur, mais je veux économiser la copie. Donc je le passe comment? Const et. Bon, bah là, il n'y a pas de souci. Si, enfin, il y a un souci. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. Eh oui, il râle. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est pas vrai. J'ai menti. Quand je fais n.getValeur, le malheur, c'est que j'ai dit que n devait être un nombre constant. Le problème, c'est que ma méthode getValeur, elle n'a pas été déclarée comme étant constante. Donc, je ne peux pas l'appliquer sur un nombre constant. Donc, la bonne définition de la classe nombre, j'aurais dû la faire au départ. Hein, mais ça vous permet d'illustrer un certain nombre des mécanismes. Voilà, c'est que la méthode getValeur, pardon, j'ai peut-être été un peu vite, elle doit être taguée comme étant const, c'est-à-dire on peut l'appliquer sur un nombre constant. C'est normal, cette méthode-là ne modifie pas le nombre. Donc une fois que j'ai fait ça, je compile, normalement ça doit marcher. Hein, fonctionne à l'identique, simplement je ne le vois pas, mais j'ai économisé des copies d'arguments. Hein. Le nombre 1 n'est pas copié quand je l'affiche, le nombre 10 n'est pas copié quand on l'affiche, etc. Alors je me dis, ok, bah, je vais faire les mêmes optimisations, là, pourquoi est-ce que je ne mets pas const? Hein, je veux pas, puisque j'ai mis const là, pourquoi est-ce que je ne mets pas const ici? Bien sûr, il ne faut pas que je mette const ici. Alors il y a une raison simple, ni au retour d'ailleurs. Hein. Pourquoi est-ce que je ne peux pas mettre const ici ou que je ne peux pas mettre const ici? Bah parce que évidemment, la fonction qui permet d'afficher le nombre 1 dans Cout, elle modifie Cout. Vous écrivez quelque chose dans le fichier. Donc ça modifie le fichier. Il n'est pas constant le fichier. Donc faites attention. La signature courante pour l'opérateur de surcharge d'entrée-sortie, c'est celle-ci. Est-ce que j'ai sauvé hein? Donc je recompile, je vérifie, mais ça doit marcher. D'accord? Alors reprenons le fil. Alors bien sûr ici, hein, c'était expliqué en détail comment ça fonctionne, mais la décomposition de cette fonction-là, enfin pardon, de cette instruction-là, eh bien, elle est ici. Et c'est ça qui vous explique que bien sûr ici, ça ne peut pas être un void. Aucun argument à une fonction ne peut jamais être void. Donc la bonne définition, c'est finalement celle que j'ai obtenue de la même manière. Non, elle est fausse celle-ci, puisqu'il manque const. Ah. J'ai dû faire ça en temps réel sur le slide, c'est une mauvaise idée. Alors pourquoi je ne veux pas modifier? Voilà. C'est corrigé. Personne n'a rien vu. Voilà.
Alors attention, hein, la technique fonction ordinaire, hein, je vous ai dit, il y a des cas pour lesquels vous ne pouvez pas employer la technique méthode. Hein, par exemple, pour CAOUT, bah, c'est pas possible, vous êtes obligé d'employer la technique fonction. Et puis il y a d'autres choses que vous ne pouvez pas faire, c'est bien sûr c'est l'inverse, la technique fonction ne fonctionne pas, enfin ne peut être utilisée pour certains cas. Vous ne pouvez pas modifier les opérateurs d'affectation, vous ne pouvez pas modifier les opérateurs parenthésés. Bon, des surcharges d'opérateurs étranges, puisqu'on peut surcharger plein d'opérateurs, on peut s'amuser à faire des surcharges plus ou moins bizarres. C'est pas forcément le plus malin. Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-ci? Faut que je me rappelle. Ouais, ça d'accord. Bon, attention, c'est un piège, hein, ça marche pas à tous les coups. Pourquoi est-ce que ça le fait fonctionner ici? Qu'est-ce que j'ai fait? L'opérateur Y. Ah oui! Ah oui, ça c'est horrible. Oui, j'ai utilisé une astuce en fait, mais celle-là, c'est, il faut pas la faire. Malheureusement, on la trouve, c'est pour ça que je vous la donne. J'ai déjà trouvé quelque part. Vous voyez, l'idée ici, c'est quoi? J'ai une classe A qui a deux membres, X et Y. Et puis j'aimerais bien initialiser ça. Donc bien sûr, je peux le faire par des constructeurs, tout va bien, machin. Mais j'ai envie d'utiliser des syntaxes étranges. Par exemple, j'aimerais bien pouvoir écrire A égale 3,4 et faire en sorte que 3 soit rangé dans X de A et 4 soit rangé dans Y de A. Là, pour faire ça, j'ai utilisé une astuce étrange. C'est qu'en fait, malheureusement, quand vous lisez ça, je ne suis pas certain que vous le lisiez correctement. Est-ce que quelqu'un sait vraiment comment ceci est évalué? Hein, rappelez-vous, quand je vous ai dit tout à l'heure, quand j'écris ça, comment c'est évalué, il y a une façon d'évaluer ça. Est-ce que vous connaissez la façon d'évaluer ça? Il y a deux opérateurs, hein, c'est le problème. C'est qu'est-ce qui se passe quand je mets un plus et un multiplié? Alors pour multiplier, on sait que c'est prioritaire par rapport au plus. Là, la question, est-ce que c'est affectation ou c'est virgule qui est prioritaire? Alors malheureusement, ce qui est prioritaire, c'est l'affectation. C'est-à-dire que ça doit se lire comme, je fais d'abord A égale 3, et ensuite, je fais virgule 4. Donc il se passe en fait j'ai réussi à construire mon mécanisme, mais de façon très bizarre. C'est d'abord A égale 3, ça fait quoi? Ça utilise l'opérateur d'affectation entre un A et un X, et un entier. Donc ça range X dans l'objet A. Ça fournit un objet A en retour, puisqu'on renvoie l'objet A. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'opérateur virgule appliqué à un objet A à gauche et un entier à droite. Donc c'est cet opérateur-là qui est utilisé pour remplir le champ Y. Donc contrairement à ce qu'on croit, ça ne construit pas un A, et ensuite on a affectation de A, ça doit construire un A à moitié initialisé, puis ensuite je finis l'initialisation. Si vous voulez écrire des horreurs en C++, c'est possible, je vous l'ai déjà dit. Ça, c'est plus intéressant. Les opérateurs flèches et étoiles. Alors, à quoi ils servent? Alors, l'usage standard de ces opérateurs, c'est quoi? C'est vous avez des pointeurs et vous voulez accéder aux objets pointés. Soit vous voulez accéder directement au champ via le pointeur, vous faites P flèche champ, soit vous transformez le pointeur, enfin vous accédez à l'objet, vous faites étoile de P, et ensuite vous utilisez la notation point champ. Autrement dit, pour accéder au champ d'une structure via un pointeur, j'ai toujours deux syntaxes. P flèche C, ou alors, ce qui est strictement identique, étoile P, point C. D'accord? Bon, alors, le problème des pointeurs du C++, c'est qu'ils sont très ennuyeux, puisque évidemment, c'est des pointeurs basiques, ceux du C, et donc on a les problèmes habituels des pointeurs du C, c'est-à-dire les pointeurs fous et autres choses qui rendent fous. Et
si je fais le comparatif avec Java, qu'est-ce que j'ai en Java? J'ai des pointeurs sympathiques. Parce qu'en fait, ce que l'on appelle des références en Java, ce sont des pointeurs, mais vous ne manipulez jamais directement les objets. Il y a un garbage collector qui fait les trucs. Vous n'avez jamais d'erreur mémoire due aux références en Java. D'accord? Enfin, en tout cas, la gestion mémoire est facilitée. Je vais pas aller, peut-être je suis allé un peu trop loin dans ma phrase. Donc ce que j'ai dit, c'est que j'ai des pointeurs sympathiques. Alors, vous utilisez le terme que vous voulez, mais ça porte un nom. On appelle ça des smart pointers, des pointeurs intelligents ou sympathiques, comme vous voulez. Mais c'est exactement à ça que va servir mon opérateur flèche, la surcharge de mon opérateur flèche et la surcharge de mon opérateur étoile. Parce que pour un type qui m'appartient, un type que j'ai défini moi, je vais pouvoir donner un sens à flèche et je vais pouvoir donner un sens à étoile. Et donc je vais pouvoir faire des tas d'opérations, de contrôle de mémoire et je sais pas quoi, y compris écrire un garbage collector. Si je veux écrire un garbage collector en C++, je n'en ai pas, mais j'ai tout ce qu'il faut pour l'écrire. Donc voilà un objet qui permet, enfin une fonction qui permet de le faire. Imaginez que j'ai une classe A, peu importe. Eh bien, je me suis défini un type pointeur vers A. Et qu'est-ce qui fait ce pointeur vers A? Ben, simplement, il surcharge l'opérateur étoile, il surcharge l'opérateur flèche, et il fait ce qui va bien. C'est-à-dire, si vous faites flèche sur un pointeur vers A, ben, il vous renvoie l'adresse d'un A, et puis si vous faites étoile, il vous renvoie vraiment le A lui-même, ou une copie, enfin peu importe. Donc évidemment, j'ai pas mis grand-chose ici, mais je peux mettre toute l'intelligence que je veux. C'est exactement comme pour l'opérateur crochet tout à l'heure. L'opérateur crochet, j'avais mis un petit peu d'intelligence. Je vérifie que l'indice n'était pas en dehors des bornes. Bah là, je pourrais vérifier que mon pointeur, il pointe pas vers n'importe quoi, je sais pas quoi. Bah, quand je fais ça, je peux utiliser mon pointeur vers A comme n'importe quel autre pointeur. Donc j'ai défini un pointeur vers A qui pointe vers l'objet A. Et puis, bah, sur ce pointeur, je peux faire P flèche getX, étoile P, point getX, etc. Ça fonctionne comme un pointeur. Lui, il n'a rien d'intelligent là parce que je n'y ai pas mis d'intelligence. Mais dans les méthodes qui sont ici, je peux mettre toute l'intelligence qui va bien pour contrôler ce qui se passe. Vérifier que je ne fais pas de bêtises avec ma mémoire, j'en sais rien. Implémenter un garbage collector ou ce que je veux. On reviendra sur ces choses-là parce que la définition de ce correct d'un type comme ça est plus subtile qu'on ne le pense, évidemment. Mais de base, c'est à ça, entre autres, que servent la surcharge des opérateurs. Alors des opérateurs encore plus bizarres à surcharger, c'est les opérateurs new et delete. Bon, il y a plein de façons de contrôler ça. Enfin, d'utiliser ça. Comme je vous l'ai déjà dit, par exemple, pour des raisons de performance. Le problème, c'est quand vous faites new, vous vous adressez au système. Vous demandez une zone mémoire, donc vous demandez au système de vous allouer une zone mémoire. Combien de temps le système va-t-il mettre pour répondre? Bah, vous savez pas, ça peut prendre beaucoup de temps. Peut-être que pour obtenir votre mémoire, il va falloir faire plein de choses, nettoyer des petits bouts, pousser des processus et je sais pas quoi. Ceux qui font du système et qui ont un peu compris le système savent de quoi je parle. Bah, ça peut prendre un certain temps. Donc ça peut, j'en sais rien, ça peut prendre de quelques nanosecondes à peut-être quelques dixièmes de seconde parfois. Peut-être voire plus. Donc si je veux contrôler ça, bah, je peux réimaginer par exemple dans mon programme, eh bien au démarrage, je me préalloue plein d'objets. Par exemple, j'en préalloue 1000. Je sais que j'en aurai jamais besoin de plus que 1000. Donc j'en préalloue 1000 et puis je vais piocher dedans et c'est moi qui gère les 1000. Et je vais piocher dedans quand? Bah, quand je fais new. Donc simplement ce que je peux faire, c'est surcharger l'opérateur new. Alors par exemple, je peux, ou l'autre usage, comme je vous l'ai dit, l'autre usage, rappelez-vous, c'est l'usage singleton. Comment j'assure que j'ai un singleton? Par exemple, je peux l'assurer via l'opérateur new. C'est-à-dire que quand je fais new pour ma classe, vous voyez ce que j'ai fait, c'est que j'ai surchargé l'opérateur new pour la classe, ma classe, ce qui fait que quand je fais new ma classe, c'est ça qui est appelé. Qu'est-ce que ça fait ce machin-là? Ça retourne toujours le même objet. Donc vous voulez que votre programme fonctionne avec tout le temps le même objet, bah vous surchargez l'opérateur new pour votre classe, et à chaque fois que vous faites new dans le programme, ce sera tout le temps le même objet. Par exemple. Alors il y a d'autres usages possibles pour le new.
avec des variantes. C'est-à-dire que vous avez le droit de rajouter des arguments au new. Le premier argument, c'est toujours la taille. Ça, vous n'avez jamais le contrôle. La taille, c'est nécessaire. C'est-à-dire que quand je fais new ma classe, ça veut dire que je veux m'allouer une zone mémoire d'une taille qui correspond exactement à l'objet ma classe. Donc ça, vous n'avez pas le contrôle. Forcément, new reçoit au minimum la taille. Mais vous pouvez rajouter d'autres arguments. Par exemple, vous pouvez faire ça. Si je peux me définir un opérateur new, vous voyez, qui prend la taille et qui prend une chaîne de caractères, qu'est-ce que ça fait ça? Bon, bah ça m'alloue ce qui va bien, mais en plus ça m'affiche la chaîne de caractères. Alors par exemple, ça fait quoi? Ben, je peux l'utiliser comme ça. Si je fais new, entre parenthèses, quelque chose qui est du type string et puis A, ça appelle en fait l'opérateur new de la classe A qui prend en paramètre une taille et une string. Donc si je fais ça, bah, ça affichera coucou. Et puis j'ai l'autre opérateur, c'est l'opérateur new pour les tableaux. Il existe des new déjà, enfin des new avec d'autres arguments. Peut-être j'en parlerai quand on verra les exceptions. Bon, voilà, c'est un peu technique, mais je vais conclure sur un certain nombre de choses qui sont notamment les pièges de la surcharge. J'ai peut-être pas compris tout ce qu'il y a à la fin avec les surcharges bizarres. Mais sachez que ce n'est pas ces choses bizarres qui rendent la surcharge difficile. En fait, il y a plein de pièges sur la surcharge. Peut-être que vous l'avez vu au passage, parce que j'en ai parlé sans vraiment le dire. Mais le piège est le suivant. Le premier piège. Si j'écris A plus B, dans la tête de la plupart des gens, plus est un opérateur commutatif. Quand j'écris A plus B, pour la plupart des gens, B plus A, c'est la même chose. Alors le C++, il s'en fout royalement. C'est peut-être vrai pour les entiers, mais pour le reste, c'est très différent. F plus G, c'est différent de G plus F. Ça renvoie peut-être le même résultat, mais ça ne calcule pas de la même manière. Il y a un cas où ça appelle F en premier et ensuite G, et il y a un cas où ça appelle G et ensuite F. Donc bien sûr que l'opérateur plus n'est pas réellement commutatif. C'est pas parce que ce qu'il calcule est une fonction commutative que l'opérateur plus est vraiment commutatif. C'est encore pire sur les types. Si A est de classe A et B est de classe B, quand j'écris A plus B, c'est un opérateur qui prend à gauche un A, à droite un B. Si j'écris B plus A, peut-être que ça renvoie la même valeur, mais à gauche c'est un B, à droite c'est un A. Et si vous voulez vraiment rendre l'opérateur commutatif, c'est-à-dire vous voulez faire en sorte que A plus B est égal à B plus A, il faut définir les deux. L'opérateur qui prend A à gauche, B à droite, et l'opérateur qui prend B à gauche et A à droite. Non seulement il faut faire ça, mais il faut être sûr que quand A et B sont de même valeur, vous renvoyez une valeur identique dans les deux cas. Ben, ça paraît simple, mais c'est pas du tout évident. Donc, il faut, en tout cas, se méfier de ça. C'est-à-dire que toutes les propriétés attendues, habituelles des opérateurs, symétrie, commutativité, je ne sais pas quoi, transitivité, tout ce que vous voulez, c'est pas du tout évident d'assurer que la définition que vous faites de vos surcharges conserve les propriétés attendues. Donc déjà, ça c'est une première difficulté. Alors vous allez dire, mais si, je sais bien, quand je définis mon moteur opérateur, je sais bien que je vais définir la commutativité. Sauf que c'est pas toujours. Peut-être que vous avez oublié une propriété dont vous pensez qu'elle n'est pas inutile, mais à partir du moment où vous avez créé une surcharge, vous vous dites en fait, moi je sais, j'utiliserai toujours A plus B avec le type A à gauche et le type B à droite. Oui, mais moi, je suis contrariant. Si je vois A plus B, je ne vois pas pourquoi on m'interdirait d'écrire B plus A. Donc j'essaie d'écrire B plus A et ça plante. Avec un message d'erreur désagréable. Ça, c'est pas bien. Donc même si vous pensez qu'on doit toujours écrire A plus B, ben, ne le faites pas. Il faut absolument écrire B plus A. Et donc vous voyez, hein, quand on a des opérateurs qui jouent avec plein de types, il va falloir commencer à écrire une longue collection de surcharges. Bon, puis alors évidemment, l'usage dans les expressions multi-opérateurs, c'est pas forcément très simple. Et évidemment, le truc, c'est pas toujours très naturel.
On peut parfois briser certaines propriétés. On peut briser la commutativité, par exemple, dans le produit de matrice. Ça, c'est naturel. Chacun sait que le produit de matrice n'est pas commutatif. Donc ça ne devrait pas surprendre. Si quelqu'un essaie de calculer M2 fois M1 à la place de M1 fois M2 et qu'il est étonné, vous lui dites de retourner à ses chères études. Mais ça va. Par contre, ce qui est plus bizarre, là, c'est l'expression que j'avais mis tout à l'heure. Hein. Je peux définir des opérateurs qui me permettent d'écrire gâteau égale farine plus œuf plus beurre plus je sais pas quoi. C'est pas pour autant que ça semblera naturel aux utilisateurs. Hein. Je suis pas sûr que ce soit très malin. Donc, en réalité, il ne faudrait surcharger les opérateurs que si ça a un sens dans le domaine du problème. En cuisine, on n'écrit jamais œuf plus beurre. On dit mélangez vos œufs avec le beurre. Mais alors qu'en maths, on écrit M1 fois M2 pour des matrices. Donc ça reste raisonnable. Mais même ça, c'est pas toujours aussi facile qu'on pourrait le croire. D'accord? Donc là, j'insiste. Hein. Si vous voulez donner un sens à 3 plus n et à n plus 3, il va falloir définir nombre, int, nombre, etc. Alors bien sûr, encore plus désagréable, vous voulez comparer deux nombres. Ah bah oui, mais si vous voulez comparer deux nombres, il va falloir mettre toute la collection. Inférieur, inférieur égal, supérieur, supérieur égal, différent, blablabla, il faut tous les mettre. Alors il y a plein de façons de faire. Une façon assez raisonnable, c'est que bien sûr, beaucoup de ces opérateurs-là sont en fait définis à partir des précédents. Donc ça, c'est assez raisonnable de le faire. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, si je me définis inférieur, strict, et puis égal, je peux définir tous les autres opérateurs de comparaison avec ça. Donc là, j'ai défini véritablement l'opérateur inférieur et l'opérateur égal. Et puis par exemple, pour inférieur ou égal, bah, qu'est-ce que je fais? Simplement, je fais appel à celui-là ou celui-là. Inférieur ou égal, c'est inférieur, strict, ou égal. Donc j'écris la relation. Supérieur strict, c'est non inférieur ou égal. Supérieur ou égal, c'est non inférieur strict. Différent, c'est non égal. Je pourrais remettre les définitions, mais évidemment, je vais copier des bugs. Bon, les multi-opérateurs, c'est des histoires d'associativité. Je l'ai déjà indiqué tout à l'heure. C'est pas du tout évident, il faut avoir en tête les priorités des opérateurs, s'ils sont associatifs à gauche ou s'ils sont associatifs à droite. Alors, il reste un opérateur important, c'est l'opérateur d'affectation. Alors pourquoi il est important? Je l'avais rejeté jusqu'à présent, mais rappelez-vous, je vous ai déjà dit qu'il était utile de se définir éventuellement des constructeurs par copie ou des destructeurs. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir besoin de destructeurs? Vous avez besoin de destructeurs dans le cas où votre objet, il possède des ressources, il détient des ressources. Si votre objet, pour fonctionner, il s'est alloué de la mémoire, il faut que quand votre objet disparaît, il faut faire disparaître la mémoire que vous aviez allouée à côté. D'accord? Si vous faites ça, alors vous savez aussi que vous allez être obligé de définir le constructeur par copie. Pourquoi? Parce que quand vous copiez l'objet, il va falloir aussi copier la mémoire qui était d'origine. Votre objet, il détient une zone mémoire, donc quand vous copiez l'objet, la plupart du temps, ce que vous voulez, c'est aussi une copie de la zone mémoire. Alors, si vous avez ça, il vous faut aussi l'opérateur d'affectation. Quand vous affectez un objet à un autre, il va aussi falloir le contrôler. Alors, c'est simple. Imaginez que j'ai un tableau. Un tableau, donc c'est ma classe tableau à moi, j'ai mis tout ce qui va bien dedans, peu importe. Mais, voilà comment il fonctionne. Quand je crée un tableau de taille, il m'alloue ce qui va bien comme entier là-dedans. Donc il me dit le nombre d'éléments, c'est taille. Et puis il m'alloue un tableau d'entier qui va bien. C'est-à-dire qu'un objet tableau, pour moi, c'est un machin comme ça. C'est un objet qui contient le nombre d'éléments et qui contient un pointeur vers quoi? Vers un tableau d'entier. C'est ça. Donc le problème, c'est que quand je veux copier ce tableau, je ne veux pas seulement copier ça, je veux copier aussi ça. Alors ok, le destructeur, ça va bien. Je n'ai pas mis le constructeur par copie, mais j'aurais dû le mettre. Mais quand je fais l'affectation d'un tableau à un autre, il faut bien que je copie aussi le tableau qui va bien.
c'est-à-dire la structure qui est contenue à l'intérieur. Bon. Ça, cette définition-là me permet d'écrire T1 égale T2. Si j'ai une fonction f, je peux écrire qui reçoit un objet T1 et puis un objet T2, ça va faire ce qui va bien. Le seul problème, c'est que souvent, il y a des précautions à prendre. Bon, c'est pas très difficile ce que je fais là-dedans. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça. J'ai un deuxième tableau ici. Ça, c'est le tableau T1, et ça, c'est le tableau T2. Quand j'écris T1 égale T2, qu'est-ce que je veux faire? Je dois supprimer tout ce qu'il y a dans T1, et je dois dupliquer tout ce qu'il y a dans T2, et puis le mettre dans T1. C'est ça que fait T1 égale T2. C'est je veux que l'objet T1, il ressemble exactement à l'objet T2. Donc tout ce qu'il y avait dans T1, je l'oublie, et puis tout ce qu'il y a dans T2, je le duplique et je le mets dans T1. Donc c'est exactement ça que je fais. Je détruis tout ce qu'il y a dans T1, et puis je duplique exactement l'argument. Donc je duplique l'argument qui m'est passé, je recopie tous les éléments, etc. Le problème, c'est que cette définition-là, elle peut être délicate. Notamment, regardez si j'écris une fonction comme celle-là, où j'ai une fonction f, on passe en argument T1 et T2. Et puis j'écris T1 égale T2. Je crois que cette fonction est innocente. Mais maintenant, je l'appelle comme ça. J'appelle cette fonction avec 2 fois le même tableau. Quelle horreur! Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que T1 et T2, c'est le même. Donc ma copie, ça consiste à quoi? Je prends T1, j'efface tout ce qu'il y a dedans. Le malheur, c'est que je suis en train d'effacer ce qu'il y a dans T2. Puis j'essaie de copier tout ce qu'il y avait dans T2 dans T1. J'ai tout perdu. Au mieux, ça crache pas. Non, au mieux, ça crache. Au pire, ça crache pas. Et j'ai un effet de bord étrange. Donc, la plupart du temps, si vous regardez les opérateurs d'affectation, par quoi ils commencent? Ils commencent par vérifier que si par hasard, vous n'êtes pas en train de faire une auto-affectation. C'est-à-dire, ils vérifient que l'objet, rappelez-vous, quand vous faites T1 égale T2, quand j'écris T1 égale T2, ça correspond à dire T1.opérateur T2. Donc, quand j'écris T égale T, je suis en train d'essayer de vérifier si T là et ce T là, c'est pas le même. Donc, je prends soin, évidemment, si l'objet qui est à gauche, c'est le même objet que celui qui est à droite, je fais rien. T égale T, c'est une opération qui fait rien. Je peux m'amuser à faire quelque chose, mais en général, on a besoin de rien. Puis ensuite, je fais le calcul ordinaire. Vous allez dire, ça suffit. Ça, c'est encore un piège, une petite erreur, c'est qu'on oublie que les affectations, on peut les combiner. C'est-à-dire qu'il est tout à fait autorisé d'écrire T1 égale T2 égale T3. Ah, comment ça marche? Donc je reprends ma documentation. Ça se lit T1 égale T2, le tout égale T3, ou dans l'autre sens? Eh bien, les opérateurs d'affectation, parenthèse toujours à droite. C'est-à-dire ce qu'on fait, c'est T2 égale T3, donc on range T3 dans T2. La valeur de ce machin-là, c'est T2, et ensuite on fait T1 égale T2. Donc évidemment, un opérateur d'affectation, il doit renvoyer lui-même un tableau pour qu'on puisse continuer à combiner. Donc vous voyez, la définition naïve des opérateurs n'est pas aussi simple. Il faut renvoyer les bons types, les bonnes valeurs. Et il n'y a aucune contrainte. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous ne le faites pas, évidemment, on a des opérateurs qui se comportent bizarrement. Ça, c'est pas bien. Bon, après, il y a des questions d'optimisation. Mais peu importe. Alors, la petite chose à terminer sur les histoires de conversion, enfin d'opérateurs. Vous vous souvenez, l'histoire des opérateurs, c'est que, des conversions, c'est que si j'ai une classe dans laquelle j'ai un constructeur à un argument, ça me définit automatiquement une conversion. Donc si j'ai la définition d'une classe comme celle-ci, avec un constructeur qui prend un entier, ça veut dire que je peux écrire quelque chose comme ça, C égale 45, si C est un objet de ma classe. Ça fait quoi ça? Ça prend 45, ça fabrique un objet ma classe avec la valeur 45, et ensuite j'ai 2 objets ma classe, je fais l'affectation de l'un dans l'autre. Ça marche. Si je ne veux pas ça, parfois je n'ai pas envie de ça.
Parce que ça peut me poser des problèmes. Je n'ai pas envie qu'il y ait une conversion automatique. Alors, j'ai un mot-clé spécifique pour ça en C++ qui s'appelle explicite. Si je définis mon constructeur comme explicite, ça interdit les conversions implicites, les conversions automatiques. Ça, c'est une conversion implicite parce que je ne l'ai jamais écrite. Donc ça, si je veux vraiment faire ça, je suis obligé de l'écrire moi-même à la main. Et je ne laisse pas le compilateur faire la conversion automatiquement. Et pour finir, ça c'est important parce que je ne pouvais pas le faire avant, c'est que dans tous les langages, on vous dit « Ah, si vous voulez écrire, les langages objets en tout cas, si vous voulez écrire une classe qui se comporte correctement, ça s'appelle une classe canonique, voici ce qu'il doit y avoir dans une classe. » Donc maintenant, j'ai ce qu'il faut pour vous dire ce que c'est qu'une classe canonique en C++. Si vous voulez définir une classe canonique en C++, vous devez avoir un constructeur sans argument. Si vous n'avez pas de constructeur sans argument, vous allez avoir des problèmes avec les tableaux. Donc pour pouvoir construire des tableaux d'objets, il vous faut toujours un constructeur sans argument. Il vous faut un constructeur par copie, c'est plus prudent. La plupart du temps, vous en aurez besoin. Il vous faut un destructeur polymorphe, virtual. Il vous faut un opérateur d'affectation. Et la plupart du temps, il vous faut une surcharge pour les opérateurs d'entrée-sortie. Si vous avez ça, c'est une classe que vous allez pouvoir utiliser presque partout dans tous les contextes naturellement. Si vous ne mettez pas ça, vous risquez d'avoir des problèmes. Il est 17h28, on s'arrête là pour aujourd'hui, on se retrouve lundi.